La complicité, c'est pas une mince affaire. La complicité, c'est très sérieux, très important. C'est au cœur de nos relations familiales, amicales, amoureuses. C'est la complicité qu'on entretient avec nos collègues qui nous motive à nous lever et à aller au travail les journées où on serait juste resté tout seul chez nous. C'est elle qui nous permet de vaincre la solitude et c'est aussi elle, sous une autre forme, qui nous permet de cultiver notre jardin secret. Parce que oui, avoir de la complicité envers soi-même, ça existe. Ah, ce fameux phénomène, les chaussettes qui parviennent à quitter notre monde en empruntant la porte de la sécheuse. Je me demande où elles vont. Mais c'est quand même tannant, hein? Et surtout, ça nous met face à une question pas banale. Même que je dirais que c'est une question assez cruciale, en fait. Doit-on créer une nouvelle paire avec deux chaussettes dépareillées ou doit-on carrément se débarrasser de la chaussette qui a perdu sa complice? Tu sais, peut-être que ces deux-là s'entendraient bien ensemble. Ou celle-là? Ah, celle-là et celle-là. Si seulement on avait 3 pieds, on pourrait les mettre toutes les 3. Pour savoir quelles chaussettes finiront l'aventure ensemble ou pour en apprendre davantage sur la complicité, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Moi, j'ai grandi sur une ferme dans le sud-ouest de l'Ontario, dans une région assez rurale. J'ai quitté le Canada pour aller vivre en Bretagne, en France. Donc, c'est là-bas que j'ai appris mon français, vraiment. Ma spécialité, je dirais que c'est la flûte à bec. C'est probablement parce que c'est le premier instrument que j'ai appris à l'école primaire en 3e année. Puis ensuite, j'ai découvert la lutherie. Il y a une de mes sœurs qui m'avait dit que ça existait. J'ai découvert le mot, puis j'ai déménagé pour faire mes études de lutherie. Ce que j'ai vraiment découvert avec la lutherie, c'était le bois, l'amour du bois. Puis c'est mon nom, c'est la forêt. Je sais pas si c'est lié, là, mais j'ai découvert les odeurs quand tu travailles juste ciseaux à bois, rabot. Il y a plein d'odeurs selon les bois. C'est un autre monde. On s'est rencontrés par la musique traditionnelle québécoise. Lui jouait la flûte traditionnelle irlandaise et moi la petite flûte à bec qu'on apprend à l'école au Québec. Il était déjà traducteur, lui, quand on s'est rencontrés. On travaille en traduction et en révision linguistique. On a notre petite entreprise ensemble. Le français qu'il apprenait, quand il a appris, il a voulu travailler son français, il étudiait des textes de chants du 16e siècle, t'as dit? 16e, 17e, oui. 17e. Ouais. Je disais des choses comme « il est parti avant que nous ne fussions arrivés », tu vois? Et là, ça, c'est correct, mais ça se dit pas. C'est beau, mais il n'y a plus personne qui parle comme ça aujourd'hui. Je m'appelle Lawrence. Moi, c'est Judith, et on est passionnés de langue, de musique et de cuisine. En revenant après 11 ans au Canada de la France, il y avait des choses qui me manquaient beaucoup au niveau culinaire. Donc, ça fait un certain temps que j'essaie de faire mes fromages, surtout le camembert que j'adore vraiment. Lui, à l'habitude, le matin, il regarde ses petites vidéos de cuisine et autres. Puis un matin, il a décidé de faire des raviolis. Puis bon, il était dans la cuisine italienne, il a décidé de faire des raviolis. Un soir, on mange des raviolis. Puis moi, j'ai goûté ça, puis je me suis dit, ben, on pourrait en vendre. Parce que moi-même, je trouvais pas à l'épicerie des raviolis qui me satisfaisaient. Je trouvais toujours que soit la texture était pas bonne, soit ça goûtait rien vraiment. Je me suis dit, ben, ça marcherait vraiment, là, ça a du potentiel. Ça, je le ferais. Les camemberts, j'étais pas prête à embarquer là-dedans, mais là, les raviolis, allons-y. On collabore avec une ferme locale ici à Donnacona. C'est une ferme qui s'appelle Volaille Exquise. On est en train de développer une collaboration avec eux parce que eux nous encouragent vraiment en nous donnant accès à leurs locaux, puis avec leurs produits puis leur expérience, ils nous dirigent vraiment dans la bonne voie.
On fait des raviolis canard ricotta. Et la ricotta, c'est lui qui l'a fait lui-même en plus. Oui, je fais la ricotta moi-même, oui. Ce qui est un fromage très facile à faire. Ça, c'est la boîte originale pour le hautbois que j'ai acheté en Irlande, le hautbois moderne. J'étais en Espagne, dans un petit village, je ne sais plus, c'était à 1 heure, 2 heures de Madrid, dans les terres vraiment perdues d'Espagne. Et je rentre dans un petit bistrot avec des vieux qui étaient là à picoler leur vin blanc. Là. Et je rentre avec ça parce que je ne voulais pas le laisser dans l'auto. On ne sait jamais. La plume que j'utilise pour nettoyer l'intérieur de l'hautbois dépassait la boîte un peu. Là. J'avais mal mis. Et les bonhommes dans le bar me regardaient vraiment bizarre. Et ils sont venus carrément vers moi. Ils ont dit « Qu'est-ce que vous avez dans cette boîte-là » J'ai dit « Non, c'est juste une plume. » C'est pas une plume, ça c'est un animal, il dit. Tu vois? Et il me regardait comme si j'étais vraiment, je devrais pas être là. Il est trop bizarre pour être dans notre pub, là. Donc j'ai ouvert, j'ai expliqué, j'ai montré le hautbois, mais ils n'étaient pas vraiment convaincus, là. Ils pensaient que j'étais un fou quand même, là. Juste à cause de la plume. Pourquoi il a une plume, là? On se connaît, puis on connaît nos forces et nos faiblesses, et on les accepte. On n'a pas le même type de personnalité. On est artistiques tous les deux, mais pas de la même façon. Lui, il est plus du type, stéréotype musicien ou artiste qui est dans sa bulle. On est en fait très complémentaires parce que moi, j'ai le côté rigueur très développé et lui, il a le côté créatif très développé. Je pense qu'il y a une complicité entre nous que je n'ai jamais connue dans ma vie là, avec personne. C'est un collègue de travail, c'est mon amour, c'est mon meilleur ami. Il faut du temps pour bâtir quelque chose de confiance et d'avoir une bonne communication saine. Mais elle a toujours raison à la fin, bien sûr. J'ai toujours beaucoup aimé lire à partir de mes 7 ans, quand j'étais en première année. J'ai lu du policier, j'ai lu du fantastique, j'ai lu de vraiment tout. J'aimais tellement ça. Puis quand j'ai su c'était quoi un blog de gens, mettons, qui partagent leur lecture pour ça, ben, c'est là que j'ai décidé de commencer à le faire, de partager ma passion de cette manière-là. Ça a donné mes chroniques de Doom l'accro des livres. Il y avait des milliers et des milliers de vues sur les vidéos. Les auteurs l'ont découvert, les maisons d'édition. Fait que ça a amené plusieurs partenariats éditoriaux avec les maisons d'édition et avec les auteurs. Il y avait vraiment un rythme de lecture rapide. C'était épouvantable au début. Tu sais, mettons, un livre castor, ça pourrait me prendre, mettons, 2 semaines, 3 semaines. Avant, ça me prenait 3 jours, je l'aurais fini. Tu sais, j'étais vraiment, genre, ultra rapide. Il m'a rattrapé sur la vitesse de lecture dès très jeune. Il avait 10 ans, puis il lisait déjà beaucoup plus vite que moi. Ma mère, ici présente, est Vicky Poulain. C'est ma mère depuis toujours, depuis 13 ans. Elle a 37 ans. Non. Non, 36. Pas encore. Pas encore 36, tout à fait. Là. Elle écrit des livres, c'est ça sa profession est auteur. Elle écrit depuis qu'elle est toute petite. C'est pas mal la manière que j'aurais de la présenter. Là. Je m'appelle Dominique Breton. Et moi, Vicky Poulain. Et ensemble, on a écrit 2 livres jeunesse. À un moment donné, j'ai été comme invitée comme auteur sur un live. Puis c'est quelqu'un qui était dans les commentaires là, qui a suggéré juste comme ça d'écrire, qui nous a demandé si on avait envie d'écrire quelque chose ensemble. Puis c'est parti de là. À la base, lui a répondu non, c'était pas un projet. Puis là, finalement, quelques semaines plus tard, il m'est revenu avec ça. Finalement. Ouais, c'est ça, finalement. Ben, ça a donné ça. Ouais. Ça a donné lieu à 2 livres, puis beaucoup de fun. Exact. Okay.
Ici, on a le premier tome qu'on a commencé quand j'avais 10 ans, justement. Ça a été notre toute première expérience ensemble. Puis le deuxième, ça s'appelle X, la malédiction d'Axala. Moi, c'était ma première expérience d'écriture tout court. Et c'est sa première expérience d'écriture d'un fantastique jeunesse. Juste avant qu'on commence à écrire, j'avais même pas nécessairement envie d'en écrire un. Moi, dans ma tête, j'étais comme juste, il y en a partout des livres, fait que n'importe qui peut faire ça, mais pas nécessairement parce que ça prend beaucoup de rigueur et tout. Nous, on travaillait, étant donné qu'il va à l'école, justement, évidemment, bien, on travaillait un petit peu le soir, des périodes, mais plusieurs fois par semaine. On avait quand même une discipline, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre aussi à l'écriture. Des fois, on est super motivé, puis là, ça va bien, mais quand il y a une baisse de motivation, pour une raison ou une autre, c'est vraiment la discipline qui fait la différence. On continue, puis là, ça revient. Ça nous a pris une année entière, là, mettons, avant de déposer le premier tome à notre éditeur. On suit 3 jeunes qui se connaissent pas, qui viennent vraiment de 3 milieux différents. Ils vont atterrir à Scott, qui est en Beauce. Là, justement, on a choisi un lieu dans notre coin de pays. Ils vont se mettre à leur apparaître des pouvoirs magiques, puis tout ça, ils savent pas d'où ça vient. Puis là, ils apprennent à maîtriser ça un peu. Tout ce qui a trait à la magie, l'aventure, les histoires d'amitié qui se tissent à travers l'histoire. Puis après ça, on va vraiment entrer aussi avec le deuxième, plus dans le monde fantastique, avec des créatures fantastiques. Tout ce qui est magique, il n'y a aucune limite. Fait qu'on s'est beaucoup amusé là-dedans. On en a profité. Il y en a encore quelques-uns. Je vais ajouter ça à peu près. Moi, mettons, au début, j'ai trouvé ça plus dur un peu parce qu'on n'était pas encore capable de détacher, mettons, le rôle mère-fils pour devenir, mettons, plus collègues, si on peut dire ça de même. Fait que c'était plus dur un peu au début. Mais tu sais, mettons, vers le milieu du premier à peu près, là, on était rendu plus habitués. Ouais. Fait qu'on travaillait mieux ensemble, ça allait plus vite, ça allait mieux. Une de nos principales forces qu'on a eues les deux ensemble, c'est quand on a commencé le projet, j'étais pourrie pour taper, là, ça me prenait genre 4 minutes de faire une phrase. Fait que, tu sais, elle était rendue très habituée. Fait que, tu sais, mettons, je disais de quoi, elle reformulait un peu mes phrases puis elle les retapait vite. Puis moi, mettons, c'était surtout que je donnais beaucoup d'idées. Ça marchait non-stop là-dedans, là. Fait que, tu sais, même quand on n'était pas en train de travailler dessus, j'avais tout le temps de quoi qui me rentrait dans la tête pour ça, là. Justement, la complicité, de se comprendre, de savoir se comprendre sans parler. On est sur un pied d'égalité, vraiment, tout le projet est à deux, fait que d'avoir cette dynamique-là qui s'installe, c'est le fun à voir, puis c'est le fun à vivre aussi. Quand on est capable de juste de réfléchir puis que l'autre il peut te comprendre sans nécessairement que tu parles, avec de l'expérience de lecture beaucoup puis avec de l'expérience d'écriture, les deux en les mettant. On a réussi. ça a donné quelque chose de quand même pas si pire. Si je peux lui dire sans avoir l'air trop vantard, là, je trouve qu'on a quand même fait quelque chose de pas si pire. Là. De pas si pire. Il est drôle. C'est quoi pour vous la complicité? Ben, je pense qu'elle est pas mal proche de moi. Mon épouse est bien complice de toutes nos actions. Est-ce que des fois vous êtes complice de mauvais coups? Oui, ça m'arrive. Léa, on fait des mauvais coups des fois. Quel genre de mauvais coups? Des petites blagues, là, des petits... rien de méchant, mais juste pour rire. La complicité, pour moi, c'est d'être capable de partager au-delà de seulement des points communs, mais davantage sur le plan émotionnel. D'être capable de communiquer l'un l'autre simplement par les yeux, en se regardant, puis on est capable de ressentir, en fait, un peu ce que l'autre ressent. Pour moi, ça, c'est une véritable complicité. Présentement, on est à Pointe-aux-Outardes, petit village à Côte-Nord, à une quinzaine de minutes de Bécomo. Puis moi, je viens de Pointe-aux-Outardes, je suis venu au monde ici. J'ai jamais déménagé d'ici, puis je déménagerai pas d'ici non plus. Le paysage, la mentalité des gens, tout le monde se connaît, tout le monde est proche. Je suis un gros chasseur de canards de mer. Ça a commencé environ à l'âge de 12 ans que mon père en faisait. Puis je le suivais, puis j'ai tout de suite trippé. Pogner les canards morts, puis toutes ces affaires-là. C'est un peu macabre, mais j'ai trippé tout de suite. Le côté qu'on a avec nos chiens, là, on est proches, on fait une équipe. C'est surtout ça que j'aime. Là. Je m'appelle Alexandre Langlois. Comme hobby principal que j'ai, c'est l'entraînement de chien rapporteur.
J'étais jeune, dans ce temps-là, on avait pas de machine. Maintenant, on a des machines pour envoyer des canards, ça casse, ça tire, puis ça fait tout. Puis dans le temps, moi, je me suis dit, c'est une chaudière blanche avec les canards dans la chaudière, puis ils m'envoyaient dans le champ, puis je collais au travers des mouches, puis je pitchais mes canards. C'est de même que ça a commencé. J'ai réussi à aimer ça pareil. Puis après ça, il y avait ces chiens. J'ai fait une couple de petits concours avec les chiens à mon père, puis c'est là que j'ai vraiment pogné la piqûre des Hunt Tests. C'est Queen. Elle a eu 2 ans le 24 de décembre. Elle vient de Manicouté, un éleveur de Saint-Anne-de-la-Pérade, anciennement de Bécomo. C'est 2 bonnes chiennes, là. Mon père et sa sœur. On entraîne et on a du plaisir ensemble. J'ai pratiquement tout le temps avec mon père. Le chien, son rôle, c'est de ramener nos canards, qu'on en perde moins. Pour lui, c'est un jeu. Le but premier, c'est d'avoir du plaisir, mais on se pratique pour la chasse. On entraîne, on fait des simulations de chasse au canard, ou à l'outarde ou à l'oie blanche. Comme ça nous facilite. Quand on arrive à la chasse, là, on récupère beaucoup plus d'oiseaux. Puis ça augmente le plaisir. C'est bien beau aller à la chasse pour tirer des canards, mais il faut que tu aies du plaisir. Puis avec ton chien, tu vas chercher un plaisir de plus. Là. Ça prend des retrievers. Les chiens que le monde a plus, c'est surtout des labradors, des golden. Il y a aussi les Chesapeake Bay. Je suis en garde partagée avec mon chien, mais je travaille à Manicac. Mon père, il a la garde jusqu'au jeudi, puis après ça, je paye pas de pension dessus, par exemple. J'en ai un autre aussi, c'est Storm. Mais lui, je l'ai mis pas mal à la retraite parce qu'il est anxieux, puis à la fin, c'était plus du plaisir, c'était quasiment juste des corrections. Puis à la chasse, j'étais pas capable de l'emmener. Il se lamentait, comme on dit dans le jargon. Puis un chien qui se lamente à la chasse, c'est pas terrible pour les canards. Les concours, dans le fond, c'est des exercices au sol. Si tu réussis au sol, bien après ça, tu t'en vas à l'eau. Ce qu'on rit le plus, là, c'est je suis tout le temps en gougoune. Là. En compétition, je suis tout le temps en gougoune. Le monde, ils ont toute peur des tiques. Puis moi, je me promène en gougoune dans le champ, dans la boîte. C'est pas mal ça. On regarde les poitrines, les outils, on regarde les cuisses aussi. C'est pas du canard d'élevage. C'est vrai que c'est fort. Le monde qui en veulent, je leur en donne avec plaisir. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Là. Parce que le goût, il est plus fort. C'est de la viande de bois. J'ai ma fille de 12 ans qui, pour moi, je l'ai trop traînée de bonne heure. Elle veut rien savoir de la chasse, à la pêche. Elle veut rien savoir, mais mon filleul, lui, il tripe là-dessus. Lui, il tripe sa chasse, puis on dirait moi quand j'étais jeune, en plus laite un peu. Le petit, il aime bien ça, mais côté de ma fille, elle veut rien savoir. Dans le fond, le club de chiens rapporteurs de la Côte-Nord, lui, il est décédé. Puis, dans le fond, il manquait de membres, puis le monde se sont dissous. Puis, veut pas, ça prend du monde qui sont impliqués parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis, c'est beaucoup de sous, là. C'est tout l'équipement, l'essence, tout ce qui rentre en ligne de compte, là. Faut que ça soit ta passion. Faut pas que tu dises, ah, je vais avoir un chien, je vais l'entraîner, je vais avoir du fun. Là, le 3/4 du monde s'achète un chien, ils m'appellent ou ils m'écrivent, puis ils disent, ah, je vais entraîner, tu vas voir, je vais venir. Puis là, ils m'appellent, puis ils me demandent des questions, je réponds. Puis ils voient que c'est de l'ouvrage, puis ils disent, ah, non. Faut que ça soit ta passion, sinon... Parce que entraîner un chien, c'est beaucoup d'heures. Juste me retrouver avec mon chien dans le champ, tu penses pas à rien, tu te libères. C'est son côté qu'elle a de connecter, là, elle fait juste me regarder là. C'est une complicité, puis tu sais, c'est pas juste un animal, c'est ton meilleur ami. C'est une grosse colleuse, puis ça n'a pas de bon sens, elle est tout le temps après moi, puis elle sait qu'on parle d'elle, puis pas quelqu'un qui est matérialiste du tout. C'est mon chien puis mon père. Mon père, il tire pas de ouette, fait que c'est tout le temps le mien qui en ramène le plus. Ouais, on est complices, on s'astine tout le temps.